Chapitre 1, le retour. Le sable du désert collait encore aux bottes de Jake Mitchell lorsqu'il descendit de l'avion de transport militaire à Fort Bragg. Son bras gauche était en écharpe, les os se remettant encore de l'explosion de l'engin explosif improvisé qui avait mis fin à sa 3e mission en Afghanistan. 3 Purple Hearts, 2 Bronze Stars et 15 ans de service lui avaient valu une retraite anticipée dont il n'avait jamais rêvé. À 38 ans, Jake Mitchell était un guerrier sans guerre. Le trajet jusqu'à sa ville natale de Cedar Falls dura 4 heures. 4 heures à penser à Vanessa, à leur fille Sarah, à la vie qu'il avait laissée derrière lui. Il avait appelé à l'avance, mais le téléphone de Vanessa tomba directement sur la messagerie. Probablement au travail, se dit-il. Elle gérait l'agence d'assurance locale, un emploi qu'elle avait accepté après la rentrée scolaire de Sarah. Jake Mitchell n'avait pas toujours été soldat. Né de parents ouvriers à Cedar Falls, il avait été l'enfant chéri de la ville, le quarterback, le major de promotion, le garçon dont tout le monde disait qu'il réussirait. Il avait rencontré Vanessa Sanders à 17 ans. C'était une pom-pom girl au rêve plus grand que leur petite ville. Il s'était marié jeune, avait eu Sarah à 22 ans, et pendant un temps, la vie était parfaite. Puis le 11 septembre est arrivé. Jake a ressenti l'appel du service, de la protection de ceux qu'il aimait. Vanessa l'a soutenu, du moins c'est ce qu'elle a dit. Le premier déploiement a été difficile, mais gérable. Le deuxième a mis leur mariage à rude épreuve. Au troisième, ils ne tenaient plus qu'à un fil et n'avaient plus que des appels vidéo hebdomadaires. Cedar Falls paraissait plus petite que dans ses souvenirs. La rue principale abritait encore le Murphy's Diner et le vieux théâtre, mais la moitié des devantures étaient vides. Sa maison se trouvait sur M Street, une modeste maison coloniale à 2 étages avec la palissade blanche qu'il avait construite lui-même. Chez lui. Jake s'est garé dans l'allée et a immédiatement remarqué des changements. La pelouse était envahie par la végétation. Ses parterres de fleurs soigneusement entretenus étaient morts, et un étrange camion était garé à sa place. Une Ford surélevée avec des pneus boue et des autocollants du drapeau confédéré. Sa clé fonctionnait encore. La maison lui a semblé différente dès qu'il a franchi la porte. Les photos de famille qui bordaient autrefois le couloir avaient disparu. Ses décorations militaires avaient été retirées du mur. Même l'odeur était désagréable. Des cigarettes et de l'eau de Cologne bon marché au lieu des bougies à la vanille de Vanessa. « Bonjour », appela Jake en posant son sac de sport. « Vanessa », dit Sarah. Des pas lourds résonnèrent dans l'escalier. Un homme torse nu apparut, grand, musclé, couvert de tatouages. Jake reconnut l'encre. Des tatouages de prison, grossiers et amateurs. L'homme avait Blake Sanders écrit sur les phalanges, en lettres bleues pâles. « Dégage », dit Blake, pas même surpris de voir Jake. « Ce n'est plus ta maison. » L'entraînement militaire de Jake se fit sentir. Il évalua la menace. Blake était plus jeune, peut-être la trentaine, avait de l'envergure et était probablement à ses côtés. Mais Jake avait une expérience que Blake ne pouvait imaginer. Pourtant, son bras cassé limitait ses options. Avant que Jake puisse répondre, Vanessa apparut derrière Blake. Elle paraissait plus âgée, plus dure. Ses cheveux blonds étaient plus foncés maintenant, grisonnant prématurément. Elle affichait la même expression précise qu'adolescente, quand ses parents essayaient de lui dicter sa conduite. « C'est sa maison maintenant », dit Vanessa en passant son bras autour de la taille de Blake. « Tu dois partir. » Les mots frappèrent Jake comme une nouvelle explosion d'engins explosifs improvisés. 15 ans de mariage, mit fin à une phrase. Mais quelque chose d'autre le salua. Quelque chose clochait. « Où est ma fille ?» demanda Jake. Le sourire de Vanessa devint cruel, prédateur. « Elle était morte il y a 3 mois en criant ton nom. » Le monde s'était arrêté. Sarah, sa petite princesse, sa raison de se battre, de survivre, morte. Et il ne le lui avait jamais dit, jamais appelé, jamais écrit. Il saignait dans un hôpital du désert pendant que sa fille agonisait, appelant un père qu'il ignorait. Hurler ? Le mot sortit comme un murmure. Accident de voiture, dit Blake en allumant une cigarette. Conductrice ivre. Les enfants ont souffert pendant des heures avant sa mort. Elle n'arrêtait pas de demander où était papa. Il souffla de fumée en direction de Jake. Où étais-tu, petit soldat ? La vision de Jake se rétrécit. Chaque nerf de son corps hurlait à la violence, mais il se força à rester immobile, à réfléchir, à planifier. Ces gens n'avaient aucune idée de ce qu'ils venaient de déclencher.
Je veux voir sa tombe, dit doucement Jake. Tu as perdu ce droit en abandonnant ta famille, cracha Vanessa. Sarah est morte en pensant que tu ne l'aimais plus. La dernière chose qu'elle dit fut, pourquoi papa ne veut-il pas rentrer? Blake s'approcha, envahissant l'espace de Jake. Tu as entendu la dame. Il est temps de partir. C'est ma maison, ma femme, et tu n'es pas la bienvenue. Jake regarda une dernière fois le salon. Sa photo de mariage avec Vanessa avait disparu, remplacée par des photos d'elle et Blake. Les certificats de Sarah avaient été retirés. Même le canapé où il lisait des histoires avant de dormir était différent. Mais Jake Mitchell n'avait pas survécu à 3 missions de combat par négligence. Ses yeux cataloguaient tout. Le système de sécurité qu'il avait installé était désactivé. Le coffre-fort au sous-sol avait été déplacé. Et Blake Sanders, il avait déjà entendu ce nom. J'y vais alors, dit Jake en se tournant vers la porte. Bonne chance à tous les deux. C'est tout. Blake rit. Pas de larmes, pas de supplications. Quel genre d'homme êtes-vous? Jake s'arrêta à la porte. Le genre d'homme dont vous auriez dû avoir peur. Dehors, Jake resta assis un long moment dans son camion. L'air d'automne était vif, chargé d'une odeur de feuilles brûlées. Quelque part à Cedar Falls, sa fille gisait enterrée dans une tombe qu'il n'avait jamais vue. Sa femme, son ex-femme, supposait-il, vivait avec un autre homme dans la maison qu'il avait achetée avec sa solde militaire. Mais Jake Mitchell était un planificateur, il l'avait toujours été, et Blake Sanders avait commis une erreur fatale. Il avait laissé Jake le voir, lui avait fait savoir à qui il avait affaire. Jake sortit son téléphone et passa un appel. Murphy, c'est Jake Mitchell. Je suis de retour en ville. J'ai besoin d'un service. Chapitre 2. L'enquête. Le restaurant de Murphy n'avait pas changé depuis 15 ans. Même banquette en vinyle rouge, même menu manuscrit, même odeur de café et de graisse de bacon. Murphy Carlson, le propriétaire, avait été le prisonnier. Ellis est restée silencieuse, mais Burton était plus bavard. Avec, a déclaré Burton. Blake était petit. Les gens derrière cela ont atteint. Quels gens? Les compagnies d'assurance, les politiciens, les personnes qui font des millions d'accidents détruits et des réclamations frauduleuses. Jake commençait à comprendre. Le meurtre de Sarah n'était pas un crime isolé. Cela faisait partie d'une opération plus importante impliquant une fraude à l'assurance systématique. Combien d'accidents? Des dizaines, peut-être des centaines au fil des ans. Avait toujours l'air légitime. Impliquait toujours des gens consommables comme Tommy Walsh. Qui le dirige? Burton hésita. Je vous dis que je suis un mort. Tu es déjà un mort. La question est de savoir si vous voulez mourir pour quelque chose ou mourir pour rien. Burton regarda dans la chambre de Sarah. Les livres, les animaux en peluche, les affiches des chevaux sur les murs. Kid ne méritait pas cela. Non, elle ne l'a pas fait. Nick Powers. Le procureur de district Nick Powers. Il couvre l'opération depuis des années, en s'assurant que les cas sont enterrés ou précipités dans le système. Jake avait soupçonné autant, mais en entendant confirmer, il a toujours été frappé. L'homme responsable des poursuites des criminels les protégeait en fait. Quelqu'un d'autre? Juge Patterson y est aussi, bien qu'il ne connaisse pas la portée complète. Et il y a quelqu'un plus haut dans la chaîne alimentaire. Quelqu'un qui coordonne tout. Qui? Je ne sais pas. Nous venons de recevoir des commandes via Blake. Mais qui que ce soit, ils ont des liens partout. Police, tribunaux, gouvernement de l'État. La police est arrivée 20 minutes plus tard. Le chef Jordan a regardé autour de la maison avec un mélange de préoccupation et de frustration. Jake, cela ne peut pas continuer. Ces tactiques de vigilance aggravent les choses. Aggraver les choses pour qui? Les gens qui ont tué ma fille. Pour tout le monde, y compris vous. Jake a remis ses enregistrements de la confession de Burton. Nick Powers est sale. L'affaire contre Blake est compromise car le bureau de l'AD fait partie de la conspiration. C'est une grave accusation. C'est un crime grave. Burton a simplement avoué faire partie d'une bague de fraude d'assurance qui fonctionne depuis des années. Le chef Jordan avait l'air sceptique. Confession obtenue sous la contrainte. Pas de contrainte.
Je lui ai offert une protection en échange d'informations. C'est la police standard procédure. Vous n'êtes pas la police. Non, je suis quelque chose de mieux. Je suis quelqu'un qui ne peut pas être acheté. Le chef Jordan a arrêté Burton et Ellis, mais Jake pouvait voir le doute dans ses yeux. Une conspiration impliquant le procureur de district nécessiterait une intervention étatique ou fédérale. Ressources que le département de police de Small Cedar Falls n'avait pas. Après le départ de la police, Jake s'est assis dans la chambre de Sarah et a réfléchi à ce que Burton lui avait dit. Un réseau de corruption s'étendant de petits criminels comme Blake jusqu'aux élus. Sarah n'était pas morte pour une arnaque d'assurance simple, mais dans le cadre d'une machine qui a transformé la vie humaine en marge bénéficiaire. Le téléphone de Jake bourdonnait d'un texte du colonel Albert. La cavalerie arrive. Le groupe de travail fédéral sera en contact demain. L'armée tenait sa promesse, mais Jake n'était pas sûr qu'il pouvait attendre l'intervention fédérale. Les personnes responsables de la mort de Sarah étaient toujours libres, bénéficiant toujours de leurs crimes. Jake a pris une décision qui aurait des conséquences pour les années à venir. Il a fini de jouer par des règles écrites par des responsables corrompus. Il était temps de mettre fin à cette guerre selon ses conditions. Il a ouvert son ordinateur portable et a commencé à taper un message qui changerait tout. Chapitre 9. Justice a été. Le message de Jake était simple et dévastateur. Il a tout téléchargé sur Wikileaks. Les lignes de pointe anonymes de chaque réseau d'information majeur et de la hotline de corruption publique du FBI. Des photos, des enregistrements, des documents financiers et un calendrier détaillé montrant comment un réseau de criminels avait fonctionné sous la protection des responsables corrompus. Mais Jake n'était pas terminé. Il avait encore un geste à faire. À 6 heures, Jake s'est rendu à la maison de Nick P. dans la riche partie de Cedar Falls. Le procureur de district vivait dans un manoir colonial qui a coûté 3 fois son salaire gouvernemental, un drapeau rouge qui aurait dû attirer l'attention il y a des années. Jake n'a pas pénétré. Il a simplement appelé la sonnette et a attendu. Nick Powers a répondu à la porte dans un peignoir, ayant l'air d'avoir vieilli une décennie depuis que Jake l'avait vu pour la dernière fois. Le politicien arrogant du lycée avait été remplacé par un homme nerveux par des yeux hantés. Jake Mitchell, j'ai entendu dire que tu étais de retour en ville. Bonjour, Nick. Nous devons parler de quoi? À propos de ma fille? À propos de Blake Sanders? À propos de la façon dont vous couvriez la fraude à l'assurance à but lucratif? Le visage de Nick est devenu blanc. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que vous le faites. Vous avez précipité le cas de Blake à travers le système, enterré des preuves sur les analyses de sang de Rohypnol et de Tommy Walsh, et approuvé une ordonnance d'interdiction forgée pour m'éloigner de l'enquête. Vous ne pouvez rien prouver. Jake leva son téléphone. En fait, je peux. Daniel Burton a chanté comme un canari hier soir. M'a tout dit de votre arrangement avec la bague de fraude d'assurance. Nick regarda nerveusement comme s'il s'attendait à voir des équipes de surveillance. Jake, tu ne comprends pas la situation. Je comprends parfaitement. Vous avez pris de l'argent pour protéger les criminels et l'un de ces criminels a assassiné ma fille de 8 ans. La mort de l'enfant était un accident. Blake n'a jamais été censé le faire. Nick s'est rattrapé, mais il était trop tard. Il a juste admis connaître les détails du complot. Dites-moi comment cela a fonctionné. Jake a dit, je ne peux pas. Il y a des gens impliqués. Qui? Qui? Quoi? Qui vous tuera si vous parlez? Il prévoit déjà de vous tuer, Nick. Je vous offre une chance de survivre à cela. Nick a regardé Jake pendant un long moment, puis s'est écarté. Entrez. Ils se sont assis dans l'étude de Nick, entourés de livres de droit et de diplômes à cadre. L'ironie n'a pas été perdue pour Jake. Un homme a juré de maintenir la justice expliquant comment il avait trahi tout ce qu'il prétendait représenter. Cela a commencé petit, a déclaré Nick. En regardant juste dans l'autre sens sur les réclamations d'assurance mineure, Fender Bender qui n'étaient peut-être pas des accidents, ce genre de choses. Qui vous a recruté? Un avocat de Chicago. Ricky Weaver. Il le dirigeait. Les pièces ont cliqué il y a des années. Prison et pourquoi il avait été recruté à nouveau dans l'opération après sa libération. Comment la situation a-t-elle dégénéré en meurtre? Non. Pas intentionnellement. Nick s'est servi un whisky malgré leur matinale.
Le plan était de simuler un simple accident de conduite en état d'ivresse, de toucher l'argent de l'assurance et de passer à autre chose. Sarah étant là. Il haussa les épaules, impuissant. Quoi? Pas de chance. Mauvais endroit, mauvais moment. La vision de Jake se rétrécit. Tu parles de ma fille comme si c'était une dépense professionnelle. Jake, Sachez comment cela semble. Pour de l'argent. Ce n'était pas un meurtre. C'était censé être des dommages matériels. Mais quand c'est devenu un meurtre, vous l'avez couvert. Vous avez laissé Blake et Vanessa penser qu'ils s'étaient enfuis pour tuer ma fille. Nick pleurait maintenant, mais Jake n'a ressenti aucune sympathie. Combien avez-vous été payé? 50 000 $. Plus de 2 ans. 50 000 $. C'est ce que la vie de ma fille valait pour vous? Le téléphone de Jake a sonné. Chef Jordan. Jake, où es-tu? La maison de Nick P. sortait de là maintenant. Les agents fédéraux sont sur le point de l'arrêter. Pourquoi? Tout. Le FBI a obtenu vos packages de preuves. Ils enquêtent sur cette bague de fraude d'assurance depuis des mois. Et vos informations ont connecté tous les points. Jake regarda Nick, qui versait un autre whisky avec des mains serrées. Trop tard pour cela, chef. Monsieur Powers et moi avons une conversation très productive. Jake, ne fais rien de stupide. Définir stupide. Jake a raccroché et a affronté Nick. Voici ce qui va se passer. Tu vas écrire un complet confession détaillant votre rôle dans le complot. Chaque nom, chaque crime, chaque dollar que vous avez pris. Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Et vous le ferez. Parce que si vous ne le faites pas, je vais dire au FBI que vous avez essayé de me soudoyer pour rester silencieux sur le meurtre de Sarah. Ce n'est pas vrai. Prouvez. Ta parole contre la mienne, et je suis un vétéran de la guerre décoré pendant que tu es un politicien corrompu. Nick a compris. Il est allé sur son ordinateur et a commencé à taper. Alors que Nick a écrit ses aveux, le téléphone de Jake a bourdonné d'alerte de nouvelles. L'histoire se brise à l'échelle nationale. Corruption dans les chutes de cèdre de Petiteville, fraude à l'assurance, complot, meurtre de la fille d'un soldat. Le soir, chaque réseau majeur couvrirait l'histoire. Fait, a déclaré Nick. Enfin, Jake a lu la confession. Il s'agissait de noms, de dates, de transactions financières et de descriptions détaillées de la façon dont la bague de fraude opérait. Plus que suffisant pour détruire des dizaines de carrières et envoyer des gens en prison pendant des décennies. Encore une chose, a déclaré Jake. Qui est au sommet? Qui gère toute l'opération? Entaille hésitait. Si je vous le dis, ils me tueront en prison. Si vous ne me le dites pas, je vous tuerai ici. Jake ne bluffait pas et Nick le savait. Jésus Ford, avocat de Chicago, gère le droit des assurances pour les grandes sociétés. C'est lui qui a mis en place l'ensemble du réseau. Jake a déposé le nom pour référence future. Merci pour votre coopération. Les sirènes approchaient à l'extérieur. Le FBI était arrivé. Jake, dit désespérément Nick. Que se passe-t-il maintenant? La justice se produit. Enfin, les agents fédéraux ont entouré la maison en quelques minutes. Jake est sorti avec ses mains visibles. La confession de Nick dans une main et son téléphone dans l'autre. L'agent spécial Angelica Bray, l'agent principal, s'est présenté. Nous devons parler. Ils ont passé 6 heures dans le bâtiment fédéral par la qualité de l'investigation de Jake. Nous suivons cette bague de fraude d'assurance depuis 18 mois. Le cas de votre fille était la pause dont nous avions besoin pour exposer l'ensemble du réseau. Combien de personnes sont impliquées? Des dizaines, peut-être des centaines, lorsque nous finissons de le démêler. Cette conspiration remonte au moins une décennie et s'étend sur plusieurs États. Jake a pensé à toutes les victimes. Des gens comme Tommy Walsh qui avaient été drogués et utilisés comme armes. Les familles qui avaient perdu des êtres chers dans des accidents mis en scène. Des citoyens honnêtes qui avaient payé des primes d'assurance plus élevées pour subventionner la fraude. Que arrive-t-il à Blake et Vanessa? Ils seront facturés fédéralement. Conspiration, racket, meurtre dans la commission d'un crime. Blake regarde la vie sans libération conditionnelle. Et Vanessa dépend de la quantité qu'elle coopère. Mais même avec une coopération complète, elle regarde 25 ans. Ce soir-là,
Jake est retourné à Cedar Falls. La ville rampait avec des agents fédéraux, des journalistes et des demandeurs de curiosité. Murphy's dîner était rempli de personnes discutant du scandale qui avait secoué leur communauté. Jake a évité la foule et a conduit au cimetière. La tombe de Sarah se ressemblait. Petite pierre tombale, fleur fraîche, rappel d'une vie interrompue par la cupidité et le mal. C'est fini, petite fille, dit doucement Jake. Les conspirateurs ont fait face à des accusations. Un travail avec l'unité de corruption publique du FBI. Criminel pour une vie. Au lieu de cela, il a commencé une fondation au nom de Sarah, offrant des bourses universitaires aux enfants qui avaient perdu des parents en service militaire. Ce n'était pas suffisant pour ramener Sarah, mais c'était quelque chose de positif construit à partir des cendres de la tragédie. 6 mois après la fin des essais, Jake a finalement visité la tombe de Sarah une dernière fois avant de quitter les chutes de Cedar pour toujours. Il avait vendu la maison, fait don de la plupart de ses biens et acheté un petit ranch au Montana où il pourrait vivre tranquillement. « Je dois y aller maintenant, ma chérie », a-t-il dit à la pierre tombale de Sarah. « Mais je ne t'oublierai jamais. Et tous ceux qui t'ont blessé ont payé pour ce qu'ils ont fait. » Jake Mitchell était rentré de la guerre pour trouver sa fille morte et sa vie détruite. Mais il avait également trouvé quelque chose d'autre. Comme il a évolué pour Cedar qui a échoué pour la dernière fois pour la mort de Sarah. Appris. Meilleur ami du père de Jake, et ce qui se rapprochait le plus de la famille pour Jake maintenant. Bon sang, Jake, dit Murphy en faisant glisser une tasse de café noir sur la table. Tu as une mine d'enfer. Va encore plus mal. Le bras de Jake lui faisait mal, mais la douleur physique n'était rien comparée au trou où se trouvait son cœur. Parle-moi de Sarah. Le visage buriné de Murphy se décomposa. À 65 ans, il avait vu assez de tragédies pour plusieurs vies. Mais la mort de Sarah avait durement touché toute la ville. Un gentil garçon, il venait toujours ici après l'école, faisait ses devoirs juste là. Il désigna une banquette dans un coin. La petite créature la plus intelligente que vous ayez jamais vue. Comment est-ce arrivé? Un conducteur ivre l'a percuté en rentrant de la bibliothèque. Tommy Walsh. Tu te souviens de lui? Le neveu de Kevin Baker. Le garçon était sous le volant du pick-up de son père. Il l'a percuté de plein fouet sur Maple Street. J'ai qu'à noter le nom. Tommy Walsh. L'était-elle? A-t-elle souffert? Le silence de Murphy était une réponse suffisante. Les ambulanciers ont dit qu'elle n'arrêtait pas de te demander. Vanessa était là, mais Sarah voulait son papa. Le couteau s'est enfoncé plus profondément. Pourquoi personne ne m'a prévenu? Vanessa a dit que tu avais été prévenu. Que l'armée s'en chargerait. Les yeux de Murphy se sont plissés. Mais ce Blake s'est présenté à l'enterrement en faisant comme s'il était à sa place. La plupart des gens ont trouvé ça étrange. Toi à l'étranger et tout. Blake Sanders. Ce nom dérangeait toujours Jake. Que sais-tu de lui? Un déchet. Il a fait 5 ans de prison pour vol à main armée. Il épie Vanessa depuis environ 6 mois maintenant. On dit que c'est son cousin. Mais Murphy a haussé les épaules. La famille de la famille. Je suppose que c'est son cousin. Ça expliquait le nom de famille. Mais ça a aussi soulevé des questions sur quand exactement leur relation avait commencé. Jake a sorti son téléphone et a montré une photo à Murphy. Le camion de Blake dans son allée. Oui, c'est le sien. Il l'a acheté comptant il y a environ 3 mois. Au même moment où ton assurance a payé. L'assurance. Murphy semblait mal à l'aise. Une assurance vie pour Sarah. Vanessa a touché 100 000 $. Le sang de Jake se glaça. Il avait oublié la police d'assurance, une petite qu'il avait souscrite à la naissance de Sarah, mais le moment était suspect. Sarah décède. L'assurance verse des indemnités. Blake a soudain de l'argent pour un nouveau camion et emménage chez Jake. Murphy, j'ai une faveur à te demander. Et tu ne peux en parler à personne. Bien sûr, fiston, de quoi as-tu besoin? Des informations sur Blake Sanders, sur l'accident, sur tout ce qui s'est passé pendant mon absence. Murphy hocha la tête. Je vais passer quelques coups de fil, mais Jake, sois prudent. Blake a des amis. Méchant autrefois. Jake quitta le restaurant avec plus de questions que de réponses. Son prochain arrêt était le cimetière de Cedar Falls.
La tombe de Sarah se trouvait dans la section la plus récente, marquée d'une simple pierre tombale. Sarah Michelle Mitchell, fille bien-aimée. Les anges avaient plus besoin de toi. Aucune mention de son père. Pas d'honneur militaire malgré le service de Jake. Juste un message générique qui aurait pu sortir d'un catalogue. Des fleurs fraîches étaient posées sur la tombe. Des roses, les préférées de Sarah, mais elles ne venaient pas d'un fleuriste. Celles-ci provenaient du jardin de quelqu'un cueilli le matin même. Jake regarda autour de lui et aperçut une femme âgée en train de mettre en conserve une tombe à proximité. « Excusez-moi, dit Jake en s'approchant prudemment. Connaissiez-vous Sarah Mitchell ?» La femme leva les yeux. Diana Bird, la bibliothécaire. Elle était vieille quand Jake était enfant. Vous devez être Jake. Je suis vraiment désolé pour votre perte. Merci. Tu l'as fait? Tu étais à l'enterrement? Le visage de Diana s'assombrit. Quel dommage. Pauvre enfant, il aimait tant les livres. Tu venais tous les jours après l'école. Elle baissa la voix. Puis-je te dire quelque chose? Quelque chose qui m'a dérangé ce soir-là. Jake hocha la tête. Sarah ne rentrait pas de la bibliothèque à pied. On ferme à 18h et l'accident a eu lieu à 20h30. Elle venait d'ailleurs. Encore un morceau qui ne rentrait pas. Tu sais où? Non, mais Diana jeta un coup d'œil nerveux autour d'elle. Le garçon qui l'a percuté, Tommy Walsh. Il n'était pas ivre. Quoi? Je l'ai vu plus tôt dans la journée. Sobre comme un juge. Il va aux réunions des alcooliques anonymes depuis 6 mois. Son parrain est mon neveu. Diana se pencha plus près. Le rapport de police disait que son alcoolémie était 2 fois supérieure à la limite légale. Mais je te le dis, ce garçon n'avait pas bu. Les pensées de Jake s'emballèrent. Une conductrice sobre, soudainement ivre. Une victime loin de là où elle était censée être. L'argent de l'assurance coulait à flot vers la mère et son nouveau petit ami. Les pièces du puzzle commençaient à émerger. Madame Bird, y a-t-il un endroit où nous pourrions parler en privé? Ils se rendirent dans sa petite maison derrière la bibliothèque. Diana prépara du thé pendant que Jake essayait de assimiler ce qu'il apprenait. La mort de sa fille n'était peut-être pas accidentelle. Tommy Walsh était dévasté. Diana poursuivit, il n'arrêtait pas de dire qu'il ne se souvenait pas d'avoir bu, mais qui croirait un gamin avec un casier judiciaire pour conduite en état d'ivresse? Il en avait un autre à 18 ans, mais c'était il y a 2 ans, et il était sobre depuis. Les mains de Diana tremblaient en versant le thé. Jake, je crois qu'il est arrivé quelque chose de terrible à ce garçon. Et votre Sarah, avez-vous raconté ça à quelqu'un? Qui écouterait une vieille dame? De plus, Blake Sanders a clairement indiqué que poser des questions sur l'accident n'était pas sain. Des menaces. Blake menaçait les témoins. La formation de Jake lui disait qu'ils étaient sur la piste d'une affaire sérieuse. Madame Bird, j'ai besoin que vous écriviez tout ce dont vous vous souvenez de cette nuit-là. Chaque détail. Et ne répétez à personne notre conversation. En quittant la maison de Diana, le téléphone de Jake sonna. Murphy. Jake, il faut que tu descendes. Qu'est-ce qui ne va pas? Ces informations que tu voulais? J'en ai trouvé. Et fils, c'est pire que tu ne le penses. De retour au restaurant, Murphy conduisit Jake à son bureau au-dessus. Sur le bureau étaient éparpillés des coupures de journaux, des rapports de police et un dossier manille marqué « Privé ». Blake Sanders, dit Murphy, de son vrai nom Blake David Sanders. Il avait purgé 8 ans de prison pour vol à main armée. Il était sorti il y a 18 mois. Mais voilà le plus intéressant. Sa victime était un enquêteur d'assurance nommé Ricky Weaver. Jake étudia les articles. Blake avait volé et battu un enquêteur qui enquêtait sur des demandes d'indemnisation frauduleuses. Quel genre de demande d'indemnisation? Des accidents de voiture, des accidents simulés. Toute l'opération valait des millions. Murphy désigna un autre article. 3 personnes allèrent en prison. Blake était le muscle. La situation se précisait. Blake avait de l'expérience en matière de fraude à l'assurance. Il débarque à Cedar Falls, emménage avec Vanessa, et soudain, un accident bienvenu lui rapporte $100 000. Et ce n'est pas tout, dit Murphy d'un ton sombre. J'ai appelé mon cousin qui travaille au bureau du greffier du comté.
Devine qui a déposé une ordonnance restrictive contre toi 2 semaines avant la mort de Sarah. Jake n'avait pas besoin de deviner. Vanessa prétendait que tu la menaçais et Sarah disait que tu étais devenu violent et instable à cause du syndrome de stress post-traumatique. L'ordonnance t'interdisait de les contacter ou de t'approcher à moins de 150 mètres de la maison. C'est impossible. J'étais dans un hôpital militaire en Allemagne. Je sais, mais tous les papiers sont là. Classés correctement, signés par un juge, et devine qui a vu la signature de Vanessa? Blake Sanders. Il l'a eu d'un coup. Murphy se renversa dans son fauteuil. Jake, ils t'ont piégé. Ils ont fait en sorte que tu ne puisses pas rentrer à la maison, même si tu étais au courant pour Sarah. Les poings de Jake se serrèrent. La trahison était plus profonde qu'il ne l'avait imaginé. Alors qu'il se battait pour son pays, sa femme et son cousin projetaient de lui voler sa vie. J'ai besoin de plus, dit Jake. J'ai besoin de savoir exactement ce qui s'est passé la nuit où Sarah est morte. J'y travaillais déjà. Mais Jake Murphy le saisit par le bras. Ces gens sont dangereux. Blake a des relations en prison. Et s'ils ont tué Sarah, alors ils ont commis la plus grosse erreur de leur vie. Jake quitta le restaurant de Murphy avec une mission claire. Il se rendit en périphérie de la ville dans un garde-meuble qu'il avait loué avant son dernier déploiement. À l'intérieur se trouvaient des choses dont il espérait ne plus jamais avoir besoin, du matériel de sa carrière militaire, pas vraiment réglementaire. En ouvrant la porte métallique, Jake Mitchell sourit pour la première fois depuis son retour. Blake Sanders et Vanessa pensaient avoir détruit sa vie, mais ils n'avaient fait que réveiller quelque chose qui aurait dû rester enfoui. La guerre approchait à Cedar Falls. Chapitre 3. L'infiltration. Jake passa la nuit dans un motel sur la route 9, planifiant ses prochaines actions. Le sommeil vint par fragments, interrompu par des rêves où Sarah l'appelait. À l'aube, il avait une stratégie. Son premier arrêt fut le service de police de Cedar Falls. Le chef Eric Jordan était une recrue lorsque Jake partit pour l'armée, mais il dirigeait désormais la petite force de 8 agents qui servaient la ville et le comté environnant. Jake Mitchell, dit Eric en se levant de son bureau. J'ai entendu dire que tu étais de retour. Désolé pour Sarah. Merci. Jake s'assit sans y être invité. J'aimerais voir le rapport d'accident. Eric hésita. Ce n'est pas vraiment ça. Je suis son père. J'ai un droit. Bien sûr, Eric sortit un dossier, mais je dois préciser que l'affaire est classée. Conducteur plaide coupable. Condamné à 10 ans de prison. Jake étudia le rapport. Tommy Walsh, alcoolémie 0,16, excès de vitesse dans un quartier résidentiel. Sarah Michelle Mitchell heurtée alors qu'elle marchait en direction sud sur Maple Street à 20h47. Blessures multiples. Déclarée morte à l'hôpital général de Cedar Falls à 23h23. Sarah était consciente à l'arrivée des ambulanciers pendant environ 1 heure. Elle n'arrêtait pas de te demander. Les mots faisaient l'effet d'une balle, mais Jake se força à rester concentré. D'où venait-elle? Le rapport ne le précise pas. Vanessa a dit probablement de la bibliothèque. La bibliothèque ferme à 18h. Eric avait l'air mal à l'aise. Écoute, Jake, je sais que c'est dur, mais parfois les enfants mentent à leurs parents sur l'endroit où ils vont. As-tu enquêté sur où elle était réellement? Nous avons enquêté sur tout ce qui concernait l'accident. Tommy était ivre. Il a frappé ta fille. Il est en prison. Justice a été rendue. Jake remarqua le ton défensif. Eric n'était pas incompétent, mais il ne posait pas les bonnes questions non plus. Puis-je parler à Tommy Walsh? Il est à la prison de Millbrook. Mais Jake, à quoi bon? Les enfants ont déjà avoué. Clôture. Cet après-midi-là, Jake a conduit 2 heures jusqu'à Millbrook. La prison était un monument en béton à la faillite humaine, entouré de barbelés et de miradors. Jake avait connu des endroits pires, mais celui-ci lui semblait différent, personnel. Tommy Walsh avait 22 ans, mais paraissait plus jeune, mince, pâle, avec des yeux nerveux qui refusaient de croiser le regard de Jake. Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans le parloir, séparés par une vitre renforcée. Monsieur Mitchell, dit Tommy au téléphone, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé. Dites-moi ce qui s'est passé. J'ai tué votre petite fille. J'étais ivre et je l'ai tuée. Les mots sortirent comme une confession répétée. Où aviez-vous bu? Tommy marqua une pause.
Je ne m'en souviens plus. C'est difficile de s'en souvenir. Essayez. Au Rotows, je crois. Ou peut-être chez Murphy. C'est tout flou. Jake se pencha en avant. Tommy, regardez-moi. Vraiment? Regardez-moi. Le jeune homme croisa enfin son regard. Je sais que vous ne buviez pas ce soir-là. Diana Bird vous a vu à une réunion des alcooliques anonymes cet après-midi-là. Le visage de Tommy devint blanc. Ce n'est pas, j'étais ivre, monsieur. J'ai tué votre fille. Qui vous a dit de dire ça? Personne ne m'a rien dit. Je me souviens avoir bu, puis les mains de Tommy ont tremblé. Puis il y a eu du sang et des cris, et votre petite fille. Quelle est la dernière chose dont vous vous souvenez clairement de cette nuit-là? Tommy resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla, sa voix était à peine un murmure. Je quittais la réunion des alcooliques anonymes. Mike Patterson me raccompagnait chez moi. On s'est arrêté à la station-service d'Elm Street. J'ai acheté un coca et des chips. Que s'est-il passé ensuite? Je me suis réveillé à l'hôpital. Ils ont dit que j'avais bu. Ils ont dit que j'avais tué quelqu'un. Tommy s'est mis à pleurer, mais je ne bois plus. Monsieur Mitchell, je jure devant Dieu que je ne bois plus. Jake l'a cru. Quelqu'un avait drogué Tommy Walsh. L'avait mis au volant et s'en était servi comme d'une arme pour tuer Sarah. Mais qui et pourquoi? Tommy, connaissais-tu ma fille? L'avais-tu vue à l'école? Elle était plus jeune, très intelligente, toujours en train de lire. Connaissais-tu ma femme? Vanessa? Non, monsieur. Et Blake Sanders? La réaction de Tommy a été immédiate et viscérale. Il a sursauté comme s'il avait été frappé. Je ne connais personne de ce nom. Tu mens. Je ne mens pas, mais ses yeux disaient une autre histoire. Tommy Walsh connaissait Blake Sanders et il en avait peur. Jake a essayé une approche différente. Qui vous a rendu visite en prison? Ma mère. Mon avocat parfois. Quelqu'un d'autre? Il y a quelques mois, un type a dit qu'il était un ami de la famille. Des tatouages imposants. Blake. Il était venu s'assurer que Tommy se taisait. Qu'a-t-il dit? Juste qu'il était désolé de ce qui s'était passé. Et Tommy a dégluti difficilement. Cette prison pouvait être dangereuse pour quelqu'un qui parlait trop. Tommy, écoute-moi. Je vais découvrir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là. Et quand je le saurai, je m'assurerai que les responsables en paient le prix. Vous ne pouvez pas m'aider, monsieur. Personne ne le peut. Pourquoi? Parce qu'ils me tueront si je parle. Tout comme ils ont tué Tommy s'est rattrapé. Tout comme ils ont tué qui? Personne. Je n'ai rien dit, mais il avait dit quelque chose. Tommy Walsh en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Et quelqu'un l'avait effrayé et réduit au silence. En rentrant à Cedar Falls, le téléphone de Jake a sonné. Murphy encore. Jake, tu dois rester loin de la ville ce soir. Pourquoi? Blake a demandé des nouvelles de toi. Il a des amis qui arrivent d'un autre état. On dit qu'ils cherchent à discuter. Jake sourit d'un air sombre. Quel genre d'amis? Ceux qui portent des armes et ne posent pas de questions. Je suis sérieux, Jake. Ces gars sont des professionnels. Merci de l'avertissement. Tu ne vas pas écouter, hein? Pas question. Jake raccrocha et s'arrêta à une aire de repos. De son sac de sport, il sortit des affaires qu'il avait récupérées au garde-meuble le matin même. Un gilet pare-balles, des lunettes de vision nocturne et un couteau tactique qui lui avait sauvé la vie en Afghanistan. Si Blake Sanders voulait une guerre, Jake Mitchell lui en donnerait une. Ce soir-là, Jake gara son camion à 3 pâtés de maison de son ancienne maison et s'approcha à pied. L'armée lui avait appris la patience, et il s'en servit maintenant, observant dans l'ombre. Les amis de Blake étaient arrivés. 3 hommes dans un SUV noir immatriculé dans un autre état. Par la fenêtre du salon, Jake les vit boire de la bière et jouer aux cartes. Vanessa n'était nulle part en vue. Jake fit le tour de la propriété, notant les sorties et les points de vue. Ligne. Le système de sécurité était toujours désactivé et Blake n'avait fait aucun effort pour sécuriser le périmètre. Amateur. À 23h, 2 des hommes partirent dans le SUV. Blake et les autres s'installèrent pour attendre.
Il s'attendait à ce que Jake franchisse la porte d'entrée comme un mari en colère. Il ne s'attendait pas à voir un soldat. Jake entra par la fenêtre du sous-sol qu'il avait utilisée lorsqu'il était adolescent pour s'échapper. La maison était sombre, à l'exception du salon où Blake et son ami regardaient la télévision. Jake avançait dans l'ombre, chaque pas calculé. Le coffre-fort avait été déplacé, mais pas vidé. Blake n'avait pas trouvé l'argent de secours de Jake, un pistolet 45 scotché sous l'escalier du sous-sol. Jake le récupéra et vérifia le chargement. Cette cartouche, largement suffisante. Il monta l'escalier en silence, dans l'obscurité. De la cuisine, il entendit Blake et son ami discuter. Il aurait dû être là maintenant, disait l'ami. Peut-être qu'il n'est pas assez stupide pour venir. Il viendra, répondit Blake. L'homme trouve, sa femme a joué à la maison avec un autre homme. Il va vouloir du sang. Et s'il appelle la police? Blake rit. Les flics ne vont pas l'aider. La moitié d'entre eux me doivent des services. La corruption, une autre pièce du puzzle. Blake avait des relations au commissariat, ce qui expliquait pourquoi l'enquête sur la mort de Sarah avait été si superficielle. Jake entra dans le salon. Tu as raison. Je ne voulais pas de sang. Les deux hommes se retournèrent. Blake attrapa un pistolet sur la table basse, mais Jake fut plus rapide. Le point 45 était pointé sur la tête de Blake avant qu'il ne puisse bouger. Non, dit Jake doucement. Les amis de Blake commencèrent à se lever, mais Jake pointa le pistolet vers lui. Asseyez-vous. Les mains là où je peux les voir, obéit l'homme. Blake essaya d'avoir un air de défi, mais Jake pouvait lire la peur dans ses yeux. Où est Vanessa? En haut, elle dort. Elle ne sait rien de tout ça. De quoi? De ton plan pour me voler ou de ton plan pour tuer ma fille? Le masque de Blake tomba un instant. Assez longtemps pour que Jake voie la vérité. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que si. Vanessa et toi aviez besoin d'argent. L'assurance de Sarah était parfaite. Il ne vous manquait qu'un accident. Tu es fou. Peut-être, mais j'ai aussi raison. Jake s'est rapproché. Tommy Walsh n'était pas ivre ce soir-là. Tu l'as drogué, mis au volant et pointé ma fille. Prouve-le. Je le ferai. Mais d'abord, tu vas me dire exactement comment tu as fait. Blake essaya de fanfaronner. Tu ne vas pas me tirer dessus. Tu es trop scout. Jake sourit. Ce n'était pas une expression agréable. Blake, j'ai tué 17 hommes au service de mon pays. Des patriotes qui se battent pour leurs convictions. Que crois-tu que je ferai à un déchet qui a assassiné ma petite fille? L'arme n'a jamais? Chapitre 4. La pression. Blake Sanders avait été accusé de vol à main armée, impliqué dans des gangs de prisonniers et surveillé par des agents de libération conditionnelle. Mais Jake Mitchell était différent. L'homme qui se tenait dans son salon n'était pas seulement en colère. Il était d'une fureur froide et méthodique. Blake avait déjà vu ce regard dans les yeux de détenus qui avaient franchi des limites impossibles à franchir. Vous n'avez aucune preuve de rien, dit Blake, mais sa voix manquait de conviction. Je n'ai pas besoin de preuves pour ce que je prépare. Le doigt de Jake se crispa sur la gâchette. J'ai besoin d'aveux. L'ami de Blake, un homme mince avec des tatouages de prison nommé Kelvin S., prit la parole. Écoutez, monsieur, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je n'en fais pas partie. Tais-toi, Kelvin, s'exclama Blake. Erreur. Jake avait maintenant un nom, Kelvin S. 2 condamnations pour vol à main armée en Alabama, une pour agression avec arme mortelle en Géorgie. Qu'est-ce qui t'amène à Cedar Falls, Kelvin? Les yeux de Kelvin s'écarquillèrent. Comment puis-je me permettre de savoir à qui j'ai affaire? Jake avait passé l'après-midi à vérifier les antécédents de ses contacts militaires. Les associés de Blake étaient exactement ceux qui l'attendaient. Des criminels de carrière qui n'avaient rien à perdre. Blake me doit de l'argent, dit rapidement Kelvin. C'est tout. Ce n'est pas mon problème. Alors tu pourras partir. Jake ne quitta pas Blake des yeux. Monte dans ta voiture et retourne en Alabama. Oublie que tu étais là. Kelvin regarda Blake. Qui hocha la tête à contre-cœur. Vas-y. Je m'en occupe. Après le départ de Kelvin, la maison se tut, à l'exception du tic-tac de l'horloge de la cheminée, cadeau de mariage des parents de Jake.
Tout dans cette pièce avait autrefois signifié quelque chose pour lui. Maintenant, c'était juste une scène pour les contes. Juste toi et moi maintenant, dit Jake. Que veux-tu? La vérité. Toute. Comment tu as rencontré Vanessa quand tu as commencé à planifier ça? Comment tu as tué ma fille? Blake a essayé une approche différente. Écoute, Soldier Boy, tu t'es complètement trompé. J'aime Vanessa. Je n'aurais jamais fait de mal à cet enfant. Tu l'as appelée comme ça. Pas Sarah, pas ma fille. Elle n'était qu'un obstacle pour toi. Ce n'en est pas un. Des pas dans l'escalier les interrompirent. Vanessa apparut en peignoir, les cheveux en bataille. Quand elle vit Jake avec l'arme, elle ne cria pas et ne paniqua pas. Elle soupira. Je me demandais quand tu comprendrais. Son aveu calme stupéfia même Blake. Vanessa, ne dis rien. Pourquoi pas? C'est fini, Blake. Regarde-le. Il sait tout. Jake observa sa femme, son ex-femme, comme s'il la voyait pour la première fois. La femme qu'il avait épousée avait disparu, remplacée par quelque chose de froid et de calculateur. Depuis combien de temps planifiais-tu ça? Vanessa s'assit. Je me suis affalé sur le canapé à côté de Blake, lui prenant la main. Depuis ton deuxième déploiement, tu n'étais plus là, Jake. Jamais vraiment présent, même à la maison. Sarah avait besoin d'un père et moi d'un mari, alors tu as décidé de la tuer. On a décidé de récupérer l'argent de l'assurance et de tout recommencer. La petite, la voix de Vanessa se brisa légèrement. La petite était censée être chez son amie ce soir-là. C'était juste un coup de malchance. Le monde de Jake a basculé. Il n'avait pas ciblé Sarah spécifiquement. Elle avait été la victime collatérale de leur stratagème pour simuler un accident pour toucher l'argent de l'assurance. Ça a aggravé les choses. De qui venait l'idée? Blake et Vanessa ont échangé un regard. Moi, a admis Vanessa. Blake sortait de prison. Il avait besoin d'argent pour tout recommencer. Je croulais sous les dettes à cause de tes frais médicaux, de l'hypothèque, de tout. Mes frais médicaux. L'aide aux anciens combattants ne couvre pas tout. Jake, tu m'as laissé avec 20 000 $ de dettes et une fille à élever seule. Jake a eu une lueur de doute. Il pensait que l'assurance militaire couvrait tout. Mais même si Vanessa disait la vérité à propos de l'argent, ça ne justifiait pas le meurtre. Alors, tu as décidé de simuler un accident de voiture. Blake savait comment faire grâce à ses précédents travaux. Il nous fallait juste un bouc émissaire. La voix de Vanessa devint amère. Tommy Walsh était parfait. Un gamin avec un casier judiciaire. Personne ne le remettrait en question. Comment l'as-tu drogué? Blake a finalement pris la parole. Rohypnol et sa coca à la station-service. Je l'ai suivi depuis la réunion des alcooliques anonymes. J'ai attendu qu'il s'arrête. J'en ai glissé dans son verre pendant qu'il payait. Et après? J'ai attendu que ça fasse effet. Le gamin a commencé à faire des embardées. Je me suis arrêté. Je l'ai sorti de force. Je l'ai installé sur le siège passager. J'ai pris le volant moi-même. Jake a resserré sa prise sur l'arme. Tu conduisais le camion qui a tué Sarah. Tu étais censé percuter la boîte aux lettres. Faire passer ça pour un accident de conduite en état d'ivresse avec dégâts matériels. Recueillir les frais d'assurance. Partager l'argent. La voix de Blake était plate, sans émotion. Un gamin qui marchait dans la rue ne faisait pas partie du plan. Mais tu l'as vu. Ouais. Et tu ne l'as pas vu. Arrête. Blake resta silencieux un long moment. Il était alors trop tard pour s'arrêter. Kid avait vu le camion. Il l'avait peut-être reconnu. Et Vanessa dit, j'ai dit qu'on était trop impliqués. Vanessa termina. Si on reculait, on n'aurait rien. Mais si on allait jusqu'au bout, l'argent de l'assurance réglerait tous nos problèmes. Jake fixa la femme qu'il avait aimée. Elle avait ordonné la mort de leur fille pour de l'argent. Non pas dans un moment de passion ou de panique, mais par pure décision d'affaires. Combien, demanda-t-il. 100 000 $ plus la maison une fois que tu serais déclaré légalement mort. Légalement mort? Vanessa sourit. Tu es instable, Jake. TSPT. Tendance violente. L'ordonnance restrictive le prouve.
Quand on fait inévitablement quelque chose de terrible, comme entrer par effraction chez nous avec une arme, on devra se défendre. J'ai compris. Ce n'était pas seulement une question d'argent de l'assurance. Il prévoyait de le tuer aussi. Prétendre à la légitime défense et hériter de tout ce pour quoi il avait travaillé. Un problème avec un plan, dit Jake. Quel est-il? Je ne suis plus le même homme que celui parti en Afghanistan. Jake avait réfléchi pendant qu'il parlait, planifiant ses prochaines actions. Blake et Vanessa avaient avoué le meurtre de Sarah, mais les aveux obtenus sous la menace d'une arme n'étaient pas recevables devant un tribunal. Il avait besoin de preuves, de témoins, de quelque chose qui tienne la route devant une procédure judiciaire. Mais plus que cela, il avait besoin de justice. Une vraie justice, pas la version édulcorée offerte par les tribunaux et les avocats. Voilà ce qui va se passer, dit Jake. Tu vas écrire tout ce que tu viens de me dire. Chaque détail de la façon dont tu as tué ma fille, comme un damné, dit Blake. Jake tira un coup de feu dans le mur à côté de la tête de Blake. Le bruit était assourdissant dans la petite pièce. C'était un avertissement. Le prochain ne le sera pas. Vanessa tremblait maintenant, réalisant enfin la réalité de leur situation. Jake, s'il te plaît. Je sais que ça a l'air grave, mais ça ressemble à un meurtre, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Jake sortit son téléphone et commença à enregistrer. Blake Sanders, tu vas répéter ce que tu viens de dire. Je ne dis rien. Jake a tiré sur la lampe à côté de la chaise de Blake. De la céramique a explosé à travers la pièce. Blake David Sanders pour le meurtre de Sarah Michelle Mitchell. Vous êtes condamné à mort. Vous ne pouvez pas. Je ne suis pas un tribunal, Blake. Je suis bien pire. Je suis un père qui a perdu sa fille à cause d'une ordure comme vous. Blake a regardé autour de lui avec désespoir, mais il n'y avait nulle part où fuir. Que voulez-vous? La justice? Et je l'obtiendrai d'une manière ou d'une autre. Le téléphone de Jake a été bloqué. Un SMS de Murphy. La police est en route. Blake les a appelés avant votre arrivée. Un piège. Ils l'attendaient. Ils avaient prévu de le provoquer pour qu'il fasse quelque chose qui justifierait leur allégation de légitime défense. Mais Jake avait survécu à 3 tours de combat en ayant 3 longueurs d'avance sur ses ennemis. Vanessa, appelle la police. Dis-leur que c'était une fausse alerte. Je ne le suis pas. Jake a pointé l'arme sur elle. Appelle-les maintenant. Les mains tremblantes, Vanessa a composé le numéro. 911 ici Vanessa Mitchell, 12h47, rue Elm. J'ai appelé plus tôt pour signaler un intrus, mais c'était une erreur. Tout va bien ici. Jake écoutait pour s'assurer qu'elle avait bien traité l'appel. Il lui restait peut-être 10 minutes avant l'arrivée de la police. Les flics de la petite ville étaient méticuleux, au moins. Blake, on va faire un tour. Où? Jake sourit. Pour revoir de vieux amis. Sous la menace d'une arme, il força Blake à monter dans le camion, laissant Vanessa attachée à une chaise dans le salon. La police la retrouverait, mais Jake serait déjà parti depuis longtemps. Alors qu'ils traversaient les rues sombres de Cedar Falls, Blake n'arrêtait pas de demander où ils allaient. Jake ne répondit pas. Il pensait à la justice, à la vengeance et à la différence entre les deux. Au lever du soleil, Blake Sanders comprendrait cette différence. Chapitre 5. Le jugement dernier. Jake conduisit Blake jusqu'à un entrepôt abandonné à la périphérie de la ville, vestige de la brève période industrielle de Cedar Falls. Le bâtiment était vide depuis un moment. 10 ans, ses vitres brisées et ses quais de chargement envahis par les mauvaises herbes. Parfait pour ce que Jake avait en tête. C'est quoi cet endroit? Demanda Blake en s'arrêtant. Votre salle d'audience? Jake avait soigneusement choisi l'emplacement. Pas de voisins, pas de caméras de surveillance, pas de risque d'interruption. Il avait aussi fait quelques préparatifs. Plus tôt dans la journée, il avait sorti du matériel de son garde-meuble et installé ce dont il avait besoin. À l'intérieur de l'entrepôt, Jake avait disposé une seule chaise au centre du vaste espace vide. Des projecteurs montés sur des trépieds éclairaient la zone comme une scène. Une caméra vidéo sur trépied pointait sur la chaise. Assieds-toi, ordonna Jake. Blake hésita. Écoute, mec. Quoi que tu prévois, assieds-toi. L'arme rendit l'argument plus convaincant. Blake s'assit. Jake activa la caméra et les lumières.
Dites votre nom pour le procès-verbal. Je ne dirai rien sans avocat. Ce n'est pas une procédure judiciaire, Blake. C'est quelque chose de bien plus ancien. Un procès par combat, sauf qu'on ne peut pas se défendre. Jake avait passé des heures à préparer ce moment. L'armée lui avait appris que l'information était une arme, et il avait l'intention d'utiliser chaque élément qu'il avait rassemblé. Commençons par votre véritable lien de parenté avec Vanessa. C'est ma cousine. J'ai passé votre ADN dans les bases de données militaires. Vanessa n'est pas votre cousine. C'est votre demi-sœur. Le visage de Blake est devenu blanc. Ce n'est pas le même père. Des mères différentes. Robert Sanders s'est promené, n'est-ce pas? Il a laissé une trace d'enfants illégaux dans 3 États. Jake a consulté un dossier de Manille. Vous avez trouvé Vanessa il y a 2 ans sur un de ces sites web d'ascendance. Vous avez décidé quelle était la cible idéale pour une longue arnaque. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Je sais tout, Blake. Je sais que vous planifiez tout cela depuis avant votre sortie de prison. Je sais que vous avez fait des recherches sur mes déploiements, ma couverture médicale, mes polices d'assurance. Ce n'était pas un crime opportuniste. C'était une opération soigneusement planifiée. Jake a sorti une pile de papiers, des relevés bancaires. Vanessa t'envoie de l'argent depuis 18 mois, depuis que tu l'as contactée. Les relevés téléphoniques montrent des centaines d'appels entre vous deux. Et voilà le plus intéressant, ces appels ont commencé avant mon 3e déploiement. Blake perdait confiance en lui. Jake le voyait à sa posture, à la façon dont il regardait partout à la recherche d'échappatoires. Mais la vraie preuve, c'est celle-ci. Jake a brandi une capture d'écran d'une caméra de circulation. Route 9, la nuit où Sarah est morte. Ton camion est clairement visible se dirigeant vers Maple Street à 20h30. Ça ne prouve rien. Ça prouve que tu as menti sur la chronologie. Tu as dit avoir mis Tommy au volant et l'avoir laissé conduire, mais là, on voit ton camion 20 minutes avant l'accident, toi au volant. Jake avait passé la matinée avec Murphy, qui avait demandé des faveurs pour filmer la circulation. L'image était granuleuse, mais suffisamment nette pour identifier Blake au volant. Tu veux savoir ce qui s'est réellement passé cette nuit-là? Jake a activé la caméra. Voici ce que montrent les preuves. Jake a détaillé la chronologie étape par étape. Blake avait suivi Tommy depuis la réunion des alcooliques anonymes, drogué son verre à la station-service, puis attendu que l'hypnol fasse effet. Quand Tommy s'était arrêté, Blake avait installé le jeune homme inconscient sur le siège passager et avait conduit jusqu'au lieu de l'accident. Mais Sarah n'était pas censée être là, continua Jake. Elle était censée être chez Angelica Bray, la petite nièce de Diana Bird. Tu avais observé ses habitudes, tu connaissais son emploi du temps. Sauf que ce soir-là, Angelica était malade. Sarah quitta la bibliothèque et commença à rentrer chez elle. Blake transpirait maintenant malgré la fraîcheur de l'entrepôt. Tu l'avais vu sur Maple Street. 2 choix s'offraient à toi, abandonner la mission ou la poursuivre. Et tu as choisi le meurtre. Je t'avais dit que c'était un accident. Non, Blake. C'est ce qui m'a convaincu que c'était intentionnel. Jake sortit une autre photo. Le corps de Sarah. Tu veux voir ce que tu as fait à ma fille? Je ne veux pas, regarde là. Jake plaqua la photo de la scène de crime devant le visage de Blake. L'image était horrible. Le petit corps de Sarah brisé sur l'asphalte. Ses cahiers d'école étaient éparpillés autour d'elle. Le schéma d'impact montre que tu as accéléré avant de la percuter. Tu n'as pas essayé de freiner ni de faire une embardée. Tu as braqué ce camion sur ma petite fille et tu as accéléré. Blake pleurait, mais Jake n'a ressenti aucune compassion. Puis tu as traîné Tommy au volant, tu lui as versé du bourbon dans la gorge pour faire le plein de Rohypnol et tu as appelé les secours. Un crime parfait, à une exception près. Quoi? Tu as sous-estimé mon amour pour ma fille. Jake s'est dirigé vers un établi et a pris un pied de biche. Sarah avait 8 ans. Elle voulait être vétérinaire. Elle collectionnait les timbres et lisait des livres sur les chevaux. Elle me faisait des cartes de fête des pères chaque année, même quand j'étais déployé. S'il te plaît. Elle est morte en m'appelant par mon nom. Vanessa me l'a dit en pensant que ça ferait mal. Mais tu sais quoi? Ça m'a donné un but. Les derniers mots de ma fille ont été d'appeler son père pour qu'il la sauve. Je n'étais pas là à ce moment-là, mais je suis là maintenant. J'ai qu'à tester le poids du pied de biche.
Je pourrais te tuer. Maintenant. Invoque la légitime défense. Imagine que tu es tenté de t'évader. Qui remettrait en question la parole d'un vétéran décoré plutôt que celle d'un criminel condamné? Mais tu ne le feras pas, dit Blake désespérément. Tu n'es pas un tueur. Tu as tort. J'ai tué plein de gens. La différence, c'est que c'étaient des soldats qui se battaient pour leur pays. Tu n'es que de la vermine. Jake posa le pied de biche et sortit son téléphone. Mais tu as raison sur un point. Je ne vais pas te tuer. Ce serait trop rapide, trop clément. Il composa le numéro. Murphy, c'est Jake. Oui, j'ai besoin que tu passes cet appel. Non, il est prêt à parler. Amène les autres. Blake parut confus. Quels autres? Eh bien, Blake, il s'avère que tu t'es fait pas mal d'ennemis au fil des ans. Et quand la nouvelle de ce que tu as fait à une fillette de 8 ans se répandit, Jake haussa les épaules. Disons que le système carcéral n'est pas tendre avec les tueurs d'enfants. 20 minutes plus tard, Murphy est arrivé avec le chef Eric Jordan et 2 autres hommes que Jake n'a pas reconnus. L'un portait un badge de marshal fédéral. L'autre était clairement avocat. Blake Sanders, a dit le marshal. Vous êtes en état d'arrestation pour complot en vue de commettre une fraude à l'assurance, falsification de preuves et meurtre de Sarah Michelle Mitchell. Je veux un avocat. Vous en avez un. L'avocat a dit, je suis Mike Patterson, avocat commis d'office. Je suis ici pour m'assurer que vos aveux soient correctement enregistrés. Blake a regardé autour de lui avec un air hébété. Quels aveux? Je n'ai rien avoué. Jake a souri. En fait, si. Il a brandi son téléphone. J'ai enregistré toute cette conversation. Votre description détaillée de la façon dont vous avez drogué Tommy Walsh, conduit le camion qui a tué Sarah et mis en scène l'accident, le tout sur une vidéo avec une qualité audio parfaite. Ce n'est pas légal. Vous m'avez contraint. En fait, l'avocat a dit que c'était parfaitement recevable. Vous n'étiez pas en garde à vue, Monsieur Mitchell s'est présenté comme un simple citoyen et vous avez fourni ces informations volontairement. L'enregistrement est impeccable. Jake avait soigneusement planifié tout cela. Chaque étape avait été conçue pour monter un dossier solide qui mettrait Blake en prison à jamais. Mais voilà le plus beau, poursuivit Jake. Vous ne tomberez pas seulement pour le meurtre de Sarah. J'ai été occupé aujourd'hui. Il tendit un autre dossier au chef Jordan. Les empreintes digitales, l'ADN et les aveux détaillés de Blake concernant le vol à main armée de l'enquêteur des assurances Ricky Weaver, 8 ans auparavant. Il s'avère qu'il y avait d'autres victimes aussi. Des affaires restaient sans réponse parce que Blake était prudent. Jusqu'à présent, le visage de Blake était blême. Tu ne peux pas. Je l'étais déjà. Les procureurs fédéraux s'intéressent de près à ton petit réseau de fraude à l'assurance. On dirait que toi et tes associés avez été occupés. L'affaire Sarah Mitchell n'était que la partie émergée de l'iceberg. Le marshal s'avança, menotte au poignet. Blake, David Sanders, vous avez le droit de garder le silence. En lisant ces droits à Blake, Jake ressentit un étrange sentiment d'accomplissement. La justice n'était pas la vengeance. C'était voir le système fonctionner comme il le devrait. Blake passerait le reste de sa vie en prison, et tout le monde saurait exactement quel genre de monstre il était. Et Vanessa, demanda le chef Jordan. Elle attend à la maison, dit Jake. Probablement encore attachée à une chaise. Tu l'as agressée. J'ai maîtrisé une suspecte qui menaçait de fuir. Elle a avoué avoir comploté pour le meurtre de ma fille. Je te suggère de te dépêcher avant qu'elle ne change sa version des faits. Alors que les voitures de police s'éloignaient avec Blake en garde à vue, Murphy posa une main sur l'épaule de Jake. Qu'est-ce que ça fait? Jake y réfléchit. La rage était toujours là. Le chagrin était toujours aussi écrasant. Mais quelque chose avait changé. Comme si la guerre n'était pas encore finie. Que veux-tu dire? Blake n'était que le muscle. Vanessa était le cerveau. Et elle est sur le point d'apprendre que je me bats différemment de son petit ami. Murphy avait l'air inquiet. Jake, elle est déjà arrêtée. L'affaire est résolue. L'affaire judiciaire est réglée, mais il reste la question de la justice personnelle. Qu'est-ce que tu prépares? Jake sourit, mais sans chaleur. Pour terminer ce que j'avais commencé, le chapitre 6, le dénouement.
Pendant que Blake Sanders était en cours de traitement à la prison du comté, Jake retourna chez lui, rue Elm. Des voitures de police remplissaient l'allée, leur lumière rouge et bleue peignant la maison coloniale blanche de couleur criarde. Par la fenêtre du salon, il pouvait voir Vanessa parler au détective, jouant le rôle de la veuve endeuillée, victime de son ex-mari violent. Jake se gara de l'autre côté de la rue et observa. Vanessa avait toujours été une actrice talentueuse. C'est comme ça qu'elle l'avait convaincue de l'épouser, comment elle avait caché sa vraie nature pendant 15 ans. Mais Jake connaissait ses astuces maintenant. Son téléphone sonna. Chef Jordan. Jake, on a un problème. Quel genre de problème? Vanessa prétend que vous êtes entré par effraction chez elle, que vous l'avez menacée, et Blake, que vous avez extorqué des aveux sous la menace d'une arme. Elle dit que tout ce qui figure sur votre enregistrement a été extorqué sous la contrainte. Jake s'y attendait. Et les aveux de Blake? Il est représenté par un avocat, affirmant la même chose. Il dit que vous l'avez torturé pour lui faire avouer des choses qu'il n'a pas faites. Et vous les croyez? Je crois aux preuves, mais sans les aveux de Blake, nous avons les images des caméras de circulation et preuves indirectes. Ce n'est peut-être pas suffisant pour un meurtre au premier degré. Jake était glacé d'envie. Après tout ce qu'il avait fait, Blake pourrait bien se contenter d'un détail technique. Il y a plus. Le chef Jordan poursuivit, Vanessa a porté plainte contre vous. Effraction, agression avec arme mortelle, enlèvement, le procureur parle de lancer un mandat. Sur le témoignage de qui? Le sien. Et elle a des preuves matérielles. Les impacts de balles dans le mur de votre salon, les serre-câbles autour de ses poignets quand on l'a trouvé. Jake ferma les yeux. Il avait été déjoué. Pendant qu'il s'efforçait de faire avouer Blake, Vanessa préparait une contre-attaque. Chef, cette femme a assassiné ma fille. Je sais que tu y crois, Jake, mais y croire et le prouver sont deux choses différentes. Jake raccrocha et resta assis dans son pick-up, pensant que Vanessa était plus intelligente qu'il ne le pensait. Elle avait laissé Blake porter la responsabilité du meurtre tout en se faisant passer pour une autre victime. Manipulation classique. Elle avait probablement planifié cette éventualité. Depuis le début. Mais Jake Mitchell n'avait pas survécu à 3 missions de combat en abandonnant quand la mission s'était compliquée. Son téléphone vibra, un SMS d'un numéro inconnu lui avait été envoyé. Il faut qu'on parle. Retrouve-moi sur la tombe de Sarah dans 1 heure. Viens seul. Vanessa voulait négocier. C'était intéressant. Jake se rendit au cimetière de Cedar Falls tandis que le soleil se couchait derrière les pins. Vanessa était déjà là, debout près de la pierre tombale de Sarah, lui tournant le dos. Elle portait une robe noire, la même qu'à leur mariage. Bonjour, Jake. Vanessa. Elle se tourna vers lui. De près, il pouvait voir les rides autour de ses yeux, la bouche dure. La prison la vieillirait encore plus. Belle performance pour la police, dit Jake. J'ai appris des meilleurs. Tu as toujours su dire aux gens ce qu'ils voulaient entendre. C'est ce que tu crois que j'ai fait? N'est-ce pas? Le noble soldat combattant pour Dieu et la patrie. Pendant ce temps, ta fille était à la maison et demandait pourquoi papa ne l'aimait plus. Jake sentit la pique l'atteindre. Je servais mon pays. Tu fuyais Sarah, tu fuyais mes responsabilités. L'armée n'était qu'un prétexte pour abandonner ta famille. Je n'ai jamais abandonné personne. Non. À quand remonte la dernière fois que tu étais à la maison pour l'anniversaire de Sarah? Sa pièce de théâtre à l'école, les réunions parents-professeurs. La voix de Vanessa devint amère. J'ai élevé cette fille seule pendant 3 ans pendant que tu jouais à la guerre dans le désert. Jake voulait discuter, mais une part de lui savait qu'elle avait raison. Il s'était engagé dans l'armée autant pour échapper aux pressions familiales que pour servir son pays. Cela ne justifie pas ce que tu as fait. Moi, j'ai survécu. Tu m'as laissé avec $20 000 de dette, une fille à élever et aucun moyen de joindre les deux bouts. Blake a proposé une solution. Blake a proposé le meurtre. Blake a proposé de l'argent. Le plan n'avait jamais été de faire du mal à Sarah. Jake a scruté le visage de Vanessa, cherchant des indices. Elle mentait. Non pas à propos d'un plan raté, mais à propos d'autre chose. Que veux-tu, Vanessa? Conclure un marché. Quel genre de marché? Je témoignerai contre Blake.
Te donnerai tout ce dont tu as besoin pour le mettre en prison à vie. En échange, tu as abandonné les charges contre moi. Je n'ai pas porté plainte, mais tu pouvais les faire disparaître. Un mot du père en deuil sur la façon dont j'ai été contraint. Comment je n'étais qu'une autre victime de la manipulation de Blake. Jake faillit rire. Tu veux que je t'aide à piéger Blake pour quelque chose que vous aviez planifié ensemble? Je veux qu'on s'en sorte tous les deux vivants. Il y avait quelque chose dans son ton, une menace enveloppée de mots raisonnables. Qu'est-ce que ça veut dire? Blake a des amis, Jake. Le genre d'amis qui se fichent des poursuites judiciaires. Tu le mets en prison, ils viendront se venger. Laisse-les venir. Et moi? Tu crois que je vais aller en prison tranquillement? Je sais des choses sur toi, Jake. Des choses d'avant ton déploiement. Jake sentait le froid. Quelle chose? La nuit où tu as cassé les côtes de Steve Albert devant le restaurant Murphy. La fois où tu as hospitalisé Joel Mcedow pour avoir flirté avec moi. Tu crois que l'armée est au courant de tes problèmes de gestion de la colère? Elle avait raison. Jake avait des antécédents de violence antérieurs à son service militaire. Si les procureurs fouillaient dans son passé, ils trouveraient un schéma qui corroborerait les accusations de Vanessa concernant le syndrome de stress post-traumatique et l'instabilité. Tu bluffes. Vraiment? Où suis-je la femme qui a gardé ton des secrets depuis 15 ans? Qui t'a couvert quand tu as perdu le contrôle? Vanessa s'est rapprochée. Je te connais, Jake, mieux que tu ne te connais toi-même. Et je sais que tu ne laisseras pas Blake partir, même si cela signifie nous détruire tous les deux. Elle le manipulait à nouveau, le poussant à bout comme elle l'avait toujours fait. Mais cette fois, Jake était prêt. Tu as raison sur un point, dit-il. Je ne laisserai pas Blake partir. Alors, on a un marché. Non, on a un problème. Jake sortit son téléphone et lui montra l'écran. Une application d'enregistrement était en marche pendant toute leur conversation. Tu viens d'admettre avoir planifié la fraude à l'assurance. Tu as admis que Blake proposait une solution à tes problèmes d'argent. Tu as admis savoir des choses sur ses associés criminels. Le visage de Vanessa est devenu blanc. C'est de la provocation. Non, c'est une preuve. Et contrairement à notre conversation précédente, celle-ci s'est déroulée en public entre deux simples citoyens, sans aucune contrainte. Fils de j'ai appris des meilleurs. Jake a empoché le téléphone. Voilà ce qui va se passer. Tu vas aller en prison. Blake va aller en prison. Et tous ceux qui t'ont aidé vont payer. La seule question est de savoir si tu veux coopérer ou te battre. Et si je me bats, alors je cesse de jouer selon les règles. Vanessa le fixa un long moment. Tu as changé. La guerre fait ça aux gens. Ce n'est pas fini, Jake. Si. Tu ne le sais juste pas encore. Vanessa s'éloigna sans un mot. Ses talons claquèrent sur l'allée de gravier du cimetière. Jake resta près de la tombe de Sarah jusqu'au lever du soleil, parlant à sa fille pour la première fois depuis son retour. Je suis désolé de ne pas avoir été là, ma puce, mais papa est rentré maintenant, et je vais m'assurer que ceux qui t'ont fait du mal paient pour ce qu'ils ont fait. Le vent bruissait dans les pins, et pendant un instant, Jake put presque entendre la voix de Sarah l'appeler. Lorsqu'il retourna enfin à son camion, Jake trouva un mot sous l'essuie-glace. Ta fille est morte en hurlant. Tu es le prochain. Les amis de Blake avaient agi. La guerre s'intensifiait. Jake froissa le mot et sourit. Il espérait une excuse pour retirer ses gants. Chapitre 7. La guerre commence. Jake ne retourna pas au motel ce soir-là. Au lieu de cela, il se rendit à son garde-meuble et récupéra le reste de son équipement, un gilet pare-balles, un équipement de vision nocturne et des armes qui n'étaient pas tout à fait légales pour un usage civil. Si les associés de Blake voulaient une guerre, ils en auraient une. Son premier arrêt fut le Murphy's dîner. À 3 heures du matin, l'endroit était fermé, mais Murphy habitait l'appartement du dessus. Jake emprunta l'escalier de secours pour atteindre la fenêtre arrière, puis crocheta la serrure avec des outils qu'il avait appris à utiliser en Afghanistan. Bon sang, Jake. Murphy faillit tomber du lit quand Jake se matérialisa dans sa chambre. Tu essaies de me faire une crise cardiaque? Habille-toi. Il faut qu'on parle. Ils descendirent à la cuisine du restaurant. Murphy prépara du café pendant que Jake étalait des photos dans la salle de préparation. Sur la table, des photos de surveillance prises plus tôt dans la soirée.
Les amis de Blake passent à l'action, expliqua Jake. 3 hommes dans une escalade noire immatriculée au Tennessee. Ils surveillaient le commissariat, le palais de justice et mon motel. Comment le sais-tu? Parce que je les ai vus m'observer. Jake avait passé des heures dans l'ombre à utiliser des compétences que l'armée avait perfectionnées. Ce sont des professionnels, mais pas des soldats. Des agents de sécurité privée, peut-être d'anciens policiers. Murphy étudia les photos. Que veux-tu de moi? Des informations. Tu connais tout le monde dans cette ville. Écoutez tous les ragots. J'ai besoin de savoir avec qui d'autres Blake travaillait dans la région. Jake, ces gens ont déjà tué ta fille. Tu continues à insister. Ils pourraient. Ils pourraient. Quoi? Me tuer aussi. Le regard de Jake était dur. Qu'ils essaient. Murphy soupira et se servit 2 tasses de café. On a parlé. Des gens que Blake payait pour des faveurs. Je ne pouvais rien prouver. Mais qui? Le doyen adjoint Burton. D'abord, Blake lui payait des verres au restaurant. Il lui filait de l'argent. On dit que Burton l'a informé d'enquêtes policières. Un flic corrompu lui aurait expliqué comment Blake avait évité toute enquête sérieuse. Quelqu'un d'autre? Christophe Walsh, l'oncle de Tommy, est propriétaire de la station-service où Tommy a acheté le coca. Christophe est nerveux depuis l'arrestation, posant des questions sur ce que Tommy aurait pu dire. Jake a classé l'information. Qu'en est-il de l'enquête sur l'accident? Des irrégularités? Eh bien, les analyses de sang de Tommy ont révélé la présence de rohypnol, mais l'information a été enterrée dans le rapport. Les procureurs ont déclaré que ce n'était pas pertinent puisque Tommy avait également de l'alcool dans son organisme. Enterré par qui? Le bureau du procureur. Nick Powers a géré l'affaire personnellement, l'a traité plus vite que prévu. Le procureur Nick Powers. Jake était allé au lycée avec lui, un arriviste politique qui prenait toujours des raccourcis quand il pensait que personne ne regardait. Murphy, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Appelle ton cousin au bureau du greffier du comté. J'ai besoin de copies de tous les documents liés à l'ordonnance restrictive de Vanessa. Chaque document, chaque signature, chaque date de dépôt. Pourquoi? Parce que je pense que la corruption va plus loin que Blake et Vanessa. Et si j'ai raison, toute cette affaire est sur le point d'exploser. Murphy a appelé. 1 heure plus tard, ils ont rencontré sa cousine, Bernice Hansen, sur le parking derrière le palais de justice. Bernice était nerveuse, regardant autour d'elle comme si elle s'attendait à être arrêtée. C'est très irrégulier, a-t-elle dit en tendant une enveloppe en papier craft à Jake. Si quelqu'un la prend, je vous ai donné ces dossiers. Ils ne le sauront pas, lui a assuré Jake. Que pouvez-vous m'en dire? L'ordonnance restrictive a été déposée 3 semaines avant la mort de Sarah, et non 2 semaines comme on vous l'avait dit. Elle a été traitée en un temps record. Jake a ouvert l'enveloppe et a examiné les documents. La signature de Vanessa semblait correcte, mais quelque chose dans l'approbation du juge l'a perturbée. Qui a signé ça? Le juge Mohamed Patterson. Mais voilà le plus étrange. Il était en vacances cette semaine-là. Parti de pêche à Lac Supérieur. Je l'ai vérifié moi-même. Alors, qui a approuvé l'ordonnance? D'après l'horodatage, oui, mais Patterson jure n'avoir jamais vu les documents. Une approbation judiciaire falsifiée. Quelqu'un ayant accès au système judiciaire avait antidaté l'ordonnance pour la faire paraître légitime. Bernice. Qui d'autre a accès à la signature électronique du juge Patterson? Juste son greffier et le bureau du procureur pour les affaires courantes. Nick Powers, encore. Jake commençait à saisir toute l'ampleur du complot. Merci, dit-il à Bernice. Et rappelez-vous, vous ne m'avez pas vu ce soir. Après le départ de Bernice, Jake était assis dans son camion à étudier les documents. L'ordonnance restrictive ne faisait pas seulement partie du plan de Vanessa et Blake. Elle faisait partie d'une vaste opération de dissimulation impliquant plusieurs personnes en position d'autorité. Son téléphone a sonné. Numéro inconnu. Mitchell, vous avez posé des questions, dit une voix. Un homme, plus âgé, avec un léger accent. Ce n'est pas sain. Qui est-ce? Quelqu'un qui vous a observé commettre des erreurs. Votre fille est morte. Votre femme est passée à autre chose. Et vous vous battez contre des moulins à vent.
Il est temps d'accepter la réalité et de passer à autre chose. La réalité, c'est que ma fille a été assassinée. Et je vais trouver tous les responsables, même si ça vous coûte la vie. Surtout à ce moment-là, la ligne a été coupée. Jake fixait le téléphone, pensant que son interlocuteur était au courant de son enquête, ce qui signifiait que quelqu'un fournissait des informations aux associés de Blake. Mais qui? La réponse de Jake est arrivée 20 minutes plus tard lorsqu'il a aperçu des phares dans son rétroviseur. L'escalade noire le suivait, gardant ses distances, mais traquant clairement ses mouvements. Au lieu de les éloigner des zones habitées, Jake a roulé droit vers le centre-ville. S'il voulait une confrontation, il leur en donnerait une où il y aurait des témoins. Il s'est garé devant le commissariat et est sorti, s'assurant que les caméras de sécurité l'ont filmé. L'escalade est passée sans s'arrêter, mais Jake a pu clairement voir les occupants. 3 hommes, tous vêtus de noir, tous armés. Jake est entré dans le commissariat. Le sergent du bureau de nuit a levé les yeux, surpris. « Monsieur Mitchell, que puis-je faire pour vous ? » J'aimerais signaler une menace contre ma vie. » Quel genre de menace ? Jake lui a montré le mot sur son pare-brise et lui a fait écouter l'enregistrement de l'appel. « Je pense que ces menaces sont liées au meurtre de ma fille. » Le sergent a pris des notes et a promis de déposer plainte. Jake savait que cela ne donnerait pas lieu à des poursuites immédiates, mais cela a permis d'établir un casier judiciaire. S'il lui arrivait quelque chose, les enquêteurs sauraient où commencer leur recherche. Devant le commissariat, le téléphone de Jake a vibré, accompagné d'un SMS. Astucieux, mais ça ne vous sauvera pas. Il surveillait toujours. Jake a regardé autour de lui en se référant aux vitrines pour repérer les caméras de surveillance. L'escalade était garée à 2 pâtés de maison, moteur tournant. Jake a marché jusqu'à son camion et est rentré chez lui, non pas au motel, mais à sa maison sur Elm Street. La cassette de la police avait disparu et la voiture de Vanessa n'était pas dans l'allée. Elle était probablement chez des amis ou de la famille pendant que l'enquête se poursuivait. Jake s'est garé dans le garage et est entré par la porte de la cuisine. La maison lui semblait maintenant étrangère, contaminée par la présence de Blake et de Vanessa. Trahison, mais c'était toujours sa maison, achetée avec sa solde militaire et remplie de souvenirs de Sarah. Il se rendit d'abord dans la chambre de Sarah. Elle était exactement comme elle l'avait laissée. Le lit défait, des livres éparpillés sur le bureau, des peluches disposées sur le rebord de la fenêtre. Vanessa n'avait touché à rien. Elle n'aurait probablement pas supporté de la nettoyer. Jake s'assit sur le lit de Sarah et prit un de ses livres, l'histoire d'une fille qui pouvait parler aux chevaux. Sarah l'avait lu des dizaines de fois, s'imaginant toujours en être le protagoniste. Maintenant, elle ne finirait jamais la série, ne deviendrait jamais la vétérinaire dont elle rêvait. La colère revint, pure et concentrée. Blake et Vanessa n'avaient pas seulement tué sa fille. Ils avaient assassiné son avenir, volé tous les moments qu'ils auraient partagés. Jake ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. Si le système était corrompu, si les autorités n'étaient pas dignes de confiance, alors il devrait trouver un autre moyen d'obtenir justice. Il commença par les réseaux sociaux, créant des comptes anonymes et publiant les preuves. Il avait rassemblé des photos du camion de Blake sur les lieux de l'accident, des enregistrements des aveux de Vanessa, des documents attestant de la fausse ordonnance restrictive. En quelques heures, l'histoire se répandit sur les groupes Facebook et les fils Twitter locaux. Il envoya ensuite des colis aux journalistes de 3 grands journaux, contenant des copies de tous ces témoignages et des explications détaillées sur le complot. Même si les autorités locales tentaient de taire l'histoire, il serait plus difficile de faire taire la presse. Finalement, Jake appela son ancien commandant, le colonel Steve Albert. Le colonel dit à Jake Mitchell, « J'ai entendu dire que vous étiez dans l'arrière-pays. Comment va ton bras ? » Steve, j'ai besoin d'une faveur. Quel genre de faveur ? Le genre de faveur qui concerne les gens qui ont tué la fille d'un soldat et qui pensent pouvoir s'en tirer impunément. Il y eut un long silence. Jake, tu sais que je ne peux pas m'impliquer dans le maintien de l'ordre civil. Je ne te le demande pas. Je te demande de passer quelques coups de fil. De faire savoir à certaines personnes que Jake Mitchell a des amis qui prennent ces choses personnellement. Un autre silence. Je verrai ce que je peux faire. Merci, Steve. Et s'il m'arrive quelque chose, fais en sorte que l'histoire se sache. Il ne t'arrivera rien, Jake. Tu es trop méchant pour mourir. Jake espérait avoir raison. Mais en raccrochant,
il entendit un bruit qui lui glaça le sang. La porte d'entrée s'ouvrait. Quelqu'un était dans la maison. Chapitre 8. La bataille finale. Jake sortit son pistolet et se dirigea silencieusement vers le salon. La porte d'entrée était ouverte et il entendit des voix. Deux hommes qui parlaient à voix basse. Il ne cherchait pas à se taire. Il voulait qu'ils sachent qu'ils étaient là. Voilà. Monsieur Mitchell, appela l'un d'eux. Nous aimerions discuter. Jake reconnut la voix du coup de fil. Il resta dans l'ombre, évaluant la situation. Deux auberges dans le salon, peut-être plus à l'extérieur. Son bras cassé limitait sa mobilité, mais la maison lui donnait un avantage tactique. Il connaissait chaque ligne de vue, chaque abri. Sortez, Mitchell. On n'est pas là pour vous faire du mal. On veut juste parler. Jake faillit rire. Des hommes armés qui s'introduisaient chez lui à minuit n'étaient pas là pour discuter. De quoi voulez-vous parler? Rappela Jake. Votre avenir et comment vous en assurer un. Je vous écoute en face à face. Sortez où on peut vous voir. Jake avait une meilleure idée. Il se glissa à l'étage jusqu'à la chambre de Sarah et regarda par la fenêtre. L'escalade noire était dans son allée, mais il ne voyait pas de troisième homme. Soit il n'en avait amené que deux, soit le troisième était posté à un endroit que Jake ne pouvait pas repérer. Le temps est écoulé, Mitchell. La voix appela, on vient vous chercher. Des pas dans l'escalier. Jake se posta derrière la porte de Sarah, pistolet prêt. Il avait connu des situations pires en Afghanistan, mais là, c'était différent, plus personnel. Le premier homme apparut dans le couloir, grand, mince, se déplaçant comme un professionnel. Jake le laissa passer devant la chambre de Sarah, puis sortit derrière lui. Lâche ton arme, l'homme pivota, mais Jake fut plus rapide. Le pistolet le toucha à la tempe, le faisant tomber instantanément. Danny, appela le deuxième homme du rez-de-chaussée. Tout va bien là-haut? Jake traîna l'homme inconscient dans la chambre de Sarah et lui attacha les mains avec des liens de son kit tactique. Le portefeuille de l'homme l'identifiait comme étant Daniel Burton, probablement un parent du doyen adjoint Burton. Des liens familiaux. La corruption était plus profonde que Jake ne l'avait imaginé. Danny, le deuxième homme, montait maintenant. Jake se posta en haut de l'escalier. Lorsque la tête de l'homme apparut, Jake l'attrapa et profita de son élan pour le plaquer contre le mur. L'impact fut suffisamment violent pour réveiller il était mort, mais ce n'était pas un quartier où l'on appelait la police au moindre bruit. Le deuxième homme, d'après son identité, Eric Ellis, était plus costaud que son partenaire. Il riposta et porta un coup de poing vigoureux au bras blessé de Jake. La douleur était atroce, mais Jake avait surmonté pire. Jake avait besoin d'Ellis dans le plexus solaire, puis il enfonça son coude dans la gorge de l'homme. Ellis s'écroula, haletant. Ça fait deux, dit Jake en attachant Ellis. Où est le numéro 3? Ellis le fusilla du regard, mais ne répondit pas. Jake fouilla les deux hommes, trouvant des pistolets, de l'argent liquide et des téléphones prépayés. Du matériel professionnel pour des voyous professionnels. Le téléphone de Jake sonna. Numéro inconnu. Un travail impressionnant, dit la voix. Jake regarda par la fenêtre et aperçut une silhouette debout de l'autre côté de la rue, éclairée par un lampadaire. Mais vous en avez manqué un. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui apprécie le talent. Vous auriez pu tuer mes deux hommes, mais vous avez choisi la retenue. Cela montre le caractère. Que voulez-vous vous offrir une affaire? Vérifiez tout cela et vos problèmes disparaissent. Je ne négocie pas avec les terroristes. Alors tu es un imbécile, mais prévisible. La ligne a été coupée. Jake a regardé par la fenêtre, mais la silhouette avait disparu. Jake a appelé le commissaire Jordan. J'ai besoin de la police à 12h47, rue Elm. Deux intrus armés, tous deux maîtrisés. Êtes-vous blessé? Non, mais ils ont menacé ma famille. C'est lié à l'affaire Sarah. Restez tranquille. On est en route. En attendant la police, Jake a interrogé C.